26 juillet 1988, 6 heures du matin. Une autre journée torride s'annonçait pour la ville de Jackson au Mississippi, au sud des États-Unis. Comme tous les jours depuis 48 ans, Annie Laurie Aaron prit un café avec son mari Robert avant qu'il parte travailler. Les Aaron avaient été parmi les premiers à investir dans l'industrie du pétrole, ce qui en avait fait l'un des couples les plus riches du Mississippi avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Ce jour-là, Annie Laurie Aaron devait recevoir les membres de son club de bridge à la maison. Elle vivait là avec son mari depuis les tout débuts. Ils y avaient élevé leurs 2 enfants. À 15h30, après la partie de bridge, les amis de Mme Aaron prirent congé. Après avoir terminé de tout ranger, sa domestique demanda une dernière fois à Mme Aaron si elle désirait quelque chose d'autre avant qu'elle ne parte. La dame de 73 ans lui dit que tout était très bien comme ça et la laissa partir. Annie Laurie Aaron se proposait de passer le reste de l'après-midi à lire en attendant le retour de son mari. Elle n'attendait personne, mais peut-être une de ses amies du club ou la domestique avait-elle oublié quelque chose. Son mari ne devait rentrer qu'une heure plus tard. Hi, how are you, ma'am? I'm fine, thank you. How are you? Good. I got to see your husband. I have a letter. Come back and see him. No, I don't mind waiting at all. Let me just come on in here and wait for Annie him. Laurie Aaron était seule dans la maison. Vers 16h30, Robert Aaron rentra enfin chez lui. Annie, I'm home. Quand il constata que sa femme n'était pas là, il se dit qu'elle était sans doute partie avec ses amis ou leur fille. Mais à 17h30, il trouva étrange qu'elle ne l'ait pas appelé ni laissé un mot. Il n'y avait personne à la maison. Inquiet, Robert appela les membres de la famille et des amis. Anywhere that I can tell. Personne n'avait vu Annie Laurie depuis la partie de bridge. Maybe we're going to have to do something else. Thank you. Le gendre de Robert, qui demeurait à proximité, s'empressa de venir le rejoindre. Il lui dit que sa femme et lui n'avaient eu aucune nouvelle d'Annie Laurie de toute la journée. Robert Aaron constata qu'Annie Laurie était sortie sans son sac à main, ce qui était contraire à ses habitudes. Pourquoi donc son sac à main était-il par terre avec ses chaussures à côté de son fauteuil de lecture? Son journal et ses lunettes étaient juste à côté. Robert était inquiet, d'autant plus que le médicament de sa femme atteinte d'une maladie intestinale était toujours dans la salle de bain. Elle devrait le prendre sans tarder, sans quoi elle serait incapable d'absorber les aliments. Les 2 hommes fouillèrent la maison à la recherche d'un indice sur l'endroit où elle avait pu aller. Un bout de papier près de la porte d'entrée principale retint alors l'attention du gendre. Il s'agissait d'une demande de rançon. Annie Laurie Aaron avait été enlevée. Sur la lettre, on demandait à Robert Aaron de remettre de l'argent à 12 hommes différents au cours des 10 prochains jours, mais on ne mentionnait toutefois pas le montant d'argent à remettre, ni à quel endroit devait se faire le paiement. Comme on lui ordonnait de ne pas appeler la police, Aaron attendit l'appel du ravisseur, mais le téléphone resta silencieux. À la tombée de la nuit, malgré les menaces du ravisseur, il décida d'appeler le service de police de Jackson. Les policiers prirent toutes les précautions possibles avec la demande de rançon pour ne pas détruire les éventuelles empreintes digitales. Ils fouillèrent ensuite la maison à la recherche d'autres indices et découvrirent ce qui ressemblait à du sang sur le cadre de la porte d'entrée. Des analyses de laboratoire révéleraient par la suite qu'il s'agissait de sang du même groupe sanguin que celui de Mme Aaron. L'enlèvement est un crime qui doit être résolu rapidement, sinon les chances de retrouver la victime en vie sont minces. Ce soir-là, la police de Jackson entra en contact avec l'agent spécial Patrick McGlennon du bureau du FBI de Jackson afin d'obtenir le plus vite possible les ressources du gouvernement fédéral. En vertu de la loi fédérale sur les enlèvements, tout kidnapping d'un individu aux États-Unis relève de la juridiction du FBI.
Dans ce cas-ci, il s'agissait vraisemblablement d'un enlèvement, car il y avait une demande de rançon, et il était fort possible que son auteur quitte le Mississippi. Autant de raisons qui justifiaient la présence du FBI. Le lendemain matin, à l'aube, les agents du FBI et des techniciens en cueillette d'indices arrivèrent à la résidence des Heron. Le détective de Jackson transmit à l'agent chargé de l'affaire toutes les informations pertinentes dont il disposait sur ce cas. Le FBI mit en place un poste de commandement dans la maison et mit la ligne des Heron sous écoute pour être prêt à retracer tout appel de demande de rançon. À l'évidence, Robert Heron était la véritable cible du ravisseur de sa femme. Il n'avait toujours reçu aucun appel. Mais la lettre mentionnait toutefois que les 12 hommes étaient tous reliés à la même entreprise de photographie. Robert Heron déclara qu'il avait déjà été président du conseil d'administration de cette entreprise. Certains des franchisés de cette société avaient été poursuivis dans l'espoir de récupérer des pertes, mais il ignorait lesquelles. Il était peu probable que les 12 hommes nommés aient enlevé sa femme, mais peut-être l'un d'entre eux cherchait-il à se venger en l'attaquant. Les techniciens recueillirent des échantillons de tous les blocs-notes et papiers à lettres dans la maison des Heron. Ils avaient l'intention de les comparer avec la lettre afin de voir si elle avait été rédigée sur du papier provenant de la maison. On obtiendrait les résultats de ces analyses dans quelques jours. Les enquêteurs fouillèrent ensuite à l'extérieur de la maison, à la recherche de cheveux, de traces de sang ou de vêtements, bref de tout indice sur l'identité du ravisseur. Mais leurs fouilles furent vaines. Les voisins du couple et les domestiques n'avaient rien aperçu d'anormal l'après-midi précédent et personne n'avait vu Madame Heron quitter les lieux non plus. Le lendemain, les agents continuèrent à ratisser le quartier. Ils interrogèrent entre autres un médecin qui vivait au bout de la rue. Ce dernier avait vu quelque chose dans le quartier qui pouvait fort bien être relié à l'enlèvement. 2 semaines plus tôt, en allant faire quelques courses, il avait croisé une mini-fourgonnette blanche garée près de chez lui. De l'endroit où elle était stationnée, les passagers avaient une excellente vue de la maison des Heron.